Merci à vous. Je vois qu'il y a 82 connectés. C'est successful, hein, comme on dit, c'est bien. Et je vous félicite hein, d'avoir en fait prolongé un petit peu notre mode de fonctionnement depuis le mois de mars, puisque nous sommes en train d'acquérir des compétences là où nous n'en avions pas, en espérant que les choses vont profiter à tout le monde, puisque c'est dans les crises souvent qu'on trouve voilà, des ressorts, hein, comme on dit. Alors, effectivement, l'ISM est un IAE, donc on fait partie des 35 IAE de France qui fédérons une grosse partie des étudiants qui se préparent à des fonctions de management, d'encadrement, etc., dans les organisations, les entreprises, etc. Et effectivement, nous avons 1200 étudiants, dont vous, dont 2 tiers sont en apprentissage. D'où d'ailleurs la pertinence de Subdevante, avec qui nous sommes en partenariat depuis très longtemps et avec lequel, comme vous l'avez rappelé, vous faites vos études, puisque c'est une collaboration entre eux et nous, bien évidemment. Subdevante étant une école de la Chambre de commerce et d'industrie, du CFA, de la Chambre de commerce de Paris et de l'Île-de-France. Alors nous avons une vingtaine de parcours avec des masters assez diversifiés. Le vôtre est une des spécialités qui nous intéresse beaucoup par rapport en particulier à la qualité au départ, plus que par les achats, mais vous reliez les deux mondes. Et effectivement, ces partenariats sont solides et nos étudiants sont entreprenants, innovatifs, on peut dire ça comme ça peut-être, et ça, nous nous en félicitons. J'ai envie de dire créatifs, hein, puisque il faut toujours une dose de création pour pouvoir s'en sortir. Nous tentons de mettre les projets. Alors vous nous avez remerciés, mais c'est moi qui vous remercie, puisque vous avez des projets que nous sommes là aussi pour que vous puissiez les monter, vos projets, que ce soit les projets personnels, puisque ce qui nous importe beaucoup, c'est que vous soyez dans des études qui vous correspondent. Pas, alors qui vous correspondent au moment où vous les faites, pas forcément dans 10 ans, dans 15 ans. Ça, alors votre avenir vous le dira. Hein, mais je crois que les diplômes sont une chose, mais le projet en est une autre. Et effectivement, se construire avec ces projets, ça fait partie, à mon avis, du fondamental de l'éducation depuis le début. Hein, j'ai envie de dire presque depuis la maternelle, quand on apprend à être, quand on apprend à s'identifier, et quand on apprend à construire son projet. Alors quelquefois, c'est complètement flou, mais c'est pas grave. Quelquefois, ce sont des impressions, quelquefois, ce sont des valeurs qu'on met tout en haut, hein, l'empathie, envie d'être utile aux autres, etc. Et puis, quelquefois, ce sont des choses beaucoup plus précises. Alors, ça devient compliqué d'être plus précis, parce que, et cette journée vous le montrera, j'espère, avec les intervenants qui seront extrêmement intéressants pour ça, notamment, c'est compliqué parce que la logique même et la notion de métier, ça bouge beaucoup. Les fonctions évoluent énormément. La façon dont on avait avant de rétrécir le cadre du travail à un lieu, à un espace, etc., est en train d'exploser. Alors là, on se rend bien compte avec la crise actuelle. Hein. On le savait déjà depuis longtemps, nous, hein, mais on s'en rend encore plus compte maintenant. Et donc, du coup, les métiers évoluent, les métiers bougent. Dans 5 ou 6 ans, et peut-être avant, vous ne ferez pas forcément la même chose que ce que vous ferez là en septembre, quand vous sortirez après votre contrat d'apprentissage. Puisque de toute façon, il y a des choses nouvelles. Alors, il n'y a pas forcément que des choses nouvelles, il y a aussi des arrangements nouveaux, il y a aussi des façons de faire nouvelles, il y a aussi des démarches nouvelles, des postures. Hein. On est dans des logiques où l'expérience client, puisque c'est le fil conducteur hein, de votre journée, devient quasi une logique imparable, une imprégnation, une intégration constante. Alors, c'est pas gagné encore, mais on a connu ça précédemment. Hein. Vous savez, il y a 15 ans, on formait 3, 4 fois plus de gens en marketing que maintenant. Mais il y a une partie des fonctions marketing qui s'est intégrée à tous les niveaux de l'entreprise. La logistique, c'est un peu la même chose, puisque pendant longtemps, on a formé beaucoup de gens. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire que ces gens-là ont été formés pour rien, ça veut dire qu'on a une intégration d'un certain nombre de logiques, de postures, de démarches. Et c'est très important ça, puisque cette thématique, elle est transversale pour toutes les organisations, pas seulement les entreprises. Hein, vous avez par exemple la Poste qui intervient tout à l'heure, qui est une entreprise qui a des missions de service public. Et l'expérience client pour la Poste, c'est aussi par rapport à ses missions, évidemment. Et donc, du coup,
c'est une démarche qui est extrêmement large et c'est une démarche que j'ai envie de décliner en trois volets en fin de compte, puisque on découvre et on a découvert depuis longtemps dans beaucoup d'entreprises que l'expérience collaborateur, ce qu'on appelle comme ça, était fondamentale pour que l'expérience client, notamment pour que l'expérience client puisse aboutir ou puisse être prise en compte. Hein. Et il y a une troisième expérience qui est plutôt mon dada, qui est ce que j'appelle moi l'expérience citoyen, puisque effectivement dans des missions de service public, notamment, l'usager est citoyen, les clients et les consommateurs. Hein, on a des mots qu'on traite un peu de façon un peu bizarre, qu'on articule, hein, et on ne s'y retrouve pas toujours. Et il y a effectivement un lien, hein, puisque si vos collaborateurs sont motivés, partagent un projet, etc., avec vous, les clients le sentiront évidemment. Mais ça, les grandes enseignes le savent bien, les grandes entreprises le savent bien, les plus petites aussi, hein, de plus en plus, fort heureusement. Alors, on a donc, depuis le management public jusqu'au management territorial, en passant par le management des entreprises privées, on a effectivement cette articulation qui devient extrêmement importante et sur laquelle il faut réfléchir. Alors, il ne faut pas forcément intellectualiser tout ça, hein, parce que c'est dans l'ordre des choses. Hein. Les salariés de nos jours ont des vecteurs pour l'embauche. Hein. Souvent, on nous dit oui, on ne sait pas comment faire pour retenir les jeunes, etc. Les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce que ce n'est pas qu'une question d'âge. Ben oui, parce qu'on veut matcher avec ses valeurs. On veut que l'organisation dans laquelle on s'insère soit en concordance avec ce qu'on a envie. Alors, j'ai parlé du projet tout à l'heure, mais derrière le projet, il y a effectivement les valeurs. Et la hiérarchie des valeurs a beaucoup changé ces derniers temps. Bah, elle a toujours changé, sauf qu'on s'y intéresse peut-être plus maintenant. Elle a beaucoup évolué. Qu'est-ce qu'on met tout en haut, hein, voilà. Et ça, c'est très important. Est-ce que l'empathie, par exemple, la volonté d'être utile est une valeur fondamentale qui, maintenant, elle a toujours existé, mais elle était peut-être dans la hiérarchie plus bas. Et maintenant, effectivement, elle est plus haut, ce qui fait que quand on demande aux jeunes qui sortent du bac et qui expérimentent Parcoursup pourquoi ils veulent faire du droit ou de la médecine, souvent ils répondent un peu la même chose. J'ai envie d'être utile aux autres. Ben oui, mais on n'est pas utile de la même façon, bien sûr, si on fait médecine ou si on fait droit. Et effectivement, c'est très compliqué de pouvoir, 5 ans après, recomposer avec tout ça. Alors vous avez eu le temps, hein, si je parle un peu de vous, vous avez eu le temps parce que vous êtes en apprentissage depuis au moins 2 ans pour la plupart d'entre vous, quelquefois pour beaucoup plus longtemps, puisqu'on a des parcours de réussite grâce à l'apprentissage qui commence voilà, il y a très longtemps, donc, hein, puisque j'ai eu des étudiants qui avaient jusqu'à 7 ans d'apprentissage. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ben, vous avez eu le temps de vous coltiner le monde du travail, le monde de l'entreprise, le monde de l'organisation, de l'apprécier plus ou moins, de savoir là où vous vous sentez bien, là où vous vous sentez moins bien, etc. Et de vous dire, bah, l'année prochaine, qu'est-ce que je fais, hein. Alors, la tendance est lourde, hein, et l'expérience collaborateur, c'est devenu un point central, parce que de toute façon, l'expérience montre que de plus en plus, les études, des 800 apprentis qu'on a à l'ISM, un nombre de plus en plus grand, refusent même les contrats qu'on leur propose à la fin. Ah non, je reste pas dans je suis content de l'entreprise qui m'a effectivement fait un contrat pendant 2 ans pour mes études, mais j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller ailleurs. Alors, on a un petit pourcentage d'étudiants qui organisent et qui entreprennent, hein, un petit peu moins de 5%, je pense, c'est pas énorme, mais on a aussi tout un grand nombre d'étudiants qui changent d'entreprise et qui ont le choix et qui estiment avoir le choix. Ça, c'est un luxe qu'on n'a pas à toutes les périodes. C'est un luxe qu'on n'aura peut-être pas là au retour de crise. Hein. Faut quand même être réaliste. Hein. Mais c'est un luxe qu'on avait. Hein. Alors, puisque je vous parle de cette crise, la crise va nous montrer, on a travaillé un peu sur cette question de la résilience, notamment organisationnelle. Hein. On a fait un travail collectif européen sur cette question il n'y a pas longtemps. Et effectivement, une des questions qu'on se pose depuis très longtemps, c'est pourquoi certains s'en sortent mieux que d'autres. Pourquoi est-ce que après une crise, ils se relèvent, ou pendant la crise, ils se relèvent très vite? Et la façon dont vous organisez la relation client y est pour quelque chose. Mais la façon aussi dont vous organisez l'expérience collaborateur, évidemment. C'est là où il y a une jonction. Et la crise le montre bien. Parce que le niveau de résilience organisationnelle qu'on sait maintenant bien mesurer, plus ou moins bien mesurer, qu'on essaye de mesurer, qu'on essaye d'améliorer, elle est liée évidemment aux deux. Elle est liée à la fois aux vrais avis que vous aurez de vos clients, hein, bien évidemment, et elle est liée, alors
je ne vais pas rentrer dans des logiques, hein, puisqu'avec la Poste, on travaille un peu sur ce genre de problème et on sait bien que ce n'est pas une logique de score numérique en fin de compte. Hein, j'ai entendu Philippe Val une fois dire c'est zéro, c'est le zéro défaut que je veux, c'est pas bien sûr, parce que chaque défaut, même s'il n'y en a qu'un petit pourcentage, eh ben, il induit quelque chose. Il induit quelque chose par rapport, bien sûr, à l'organisation tout entière, mais il induit quelque chose par rapport aux collaborateurs, par rapport à la façon dont vous vous impliquez. Et donc, du coup, la grande question qui va se poser là en sortie de crise, hein, on ne sait pas quand, puisque vous savez que le retour en septembre risque d'être, ou dès maintenant d'ailleurs, hein, est un petit peu compliqué, et qu'après l'été, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec la méchante bête, mais on va s'intéresser plus que ça qu'avant. Et c'est vrai que, alors c'est un coup de peau pour nous puisqu'on fait des recherches là-dessus, mais collectivement, c'est vrai que ces histoires de travail sur la résilience et de savoir pourquoi une organisation s'en sort mieux que d'autres, ça va être une question fondamentale. Alors ça appartient, et c'est ça le message de votre journée, je pense, ça appartient à tous les collaborateurs. Alors on s'est demandé pourquoi est-ce qu'à l'ISM, on avait un petit peu mieux réussi à s'en sortir pour l'instant que les autres. Eh bien, c'est peut-être parce qu'on a anticipé des choses. On n'a pas anticipé une crise comme celle-là, bien évidemment, parce que ce n'est pas anticipable, contrairement à ce que certains disent. Hein, la crise en elle-même est anticipable, mais pas le pourquoi de la crise. En revanche, on avait commencé du télétravail, on avait commencé de l'approfondissement des tâches pour les agents administratifs, on avait continué à tenter d'accroître les responsabilités de chacun, d'accroître les périmètres de chacun. Donc vous voyez, le collaboratif, ça ne s'invente pas, c'est long, et ça ne se fait que par rapport à ces logiques-là. Donc, du coup, un certain nombre d'organisations, et peut-être vos intervenants vous en parleront, hein, par rapport à tout ça, un certain nombre d'organisations sont certainement bien mieux armées par rapport à l'après-crise, et c'est peut-être dans toutes ces démarches qu'il faut essayer de trouver des solutions. Alors, je suis très bavard, et je vous remercie encore une fois, et je vais m'arrêter là, puisque comme vous pouvez l'imaginer, c'est des sujets qui seront, je l'espère, traités pendant votre journée. Donc, très bonne journée et bon courage à tous les participants pour essayer toujours de conserver l'attention qu'on n'a pas forcément quand on est à distance, hein, et qu'on a plus quand on est dans une grande salle un peu fermée. Là, voilà, nous adaptons aussi notre façon d'attention et notre façon de nous mobiliser par rapport à ce sujet qui est quand même extrêmement important. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Rouet. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais rapidement vous présenter l'équipe parce que je pense que c'est très important. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Donc, nous sommes une équipe en fait de 7 étudiantes et nous travaillons à l'organisation de cet événement depuis septembre 2019. Donc, voici à l'écran les responsabilités de chacune. Aujourd'hui, sachez que Madison, Émilie et Léonore seront nos animatrices de choc. Donc, notamment Madison et Émilie lors des tables rondes de ce matin, 9h45 à midi. Et Léonore sera, elle, en charge de l'animation des témoignages de cet après-midi de 14h à 15h. La journée sera clôturée par un mot de fin de nos accompagnatrices dans le cadre du module de management de projet et du responsable du master MQRC que nous allons vous présenter donc plus tard dans la journée. Donc, si vous avez la moindre question, commentaire relatif aux interventions, surtout n'hésitez pas à les partager dans le chat. Mélissa sera, elle, en charge d'en sélectionner un échantillon, de les partager aux intervenants afin qu'ils puissent les traiter à la fin de chaque table ronde ou témoignage durant le temps de questions-réponses imparti. Je serai moi en charge de la traduction des questions et réponses lors du témoignage de notre intervenant qui parlera donc en anglais cet après-midi. En tant que support technique, nous avons Marie et Céline qui seront à votre disposition. Vous pourrez les contacter en sélectionnant leur nom dans le chat, dans la liste des modérateurs. Écoutez, nous vous remercions d'ores et déjà pour votre présence et votre attention et nous espérons que vous passerez un excellent moment, que cette journée sera aussi enrichissante pour vous qu'elle l'a été pour nous et qu'elle le sera. Je vais maintenant passer la main à Madison pour qu'elle puisse vous introduire la première table ronde. Merci beaucoup. Merci Miora. Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la première table ronde de ce webinaire dont la thématique est la relation client face à la crise sanitaire du Covid-19, quels impacts et quels enjeux.
Donc, je me représente, je suis Madison Lecoq du Lab Event. J'étudie à l'ISM IAE et au CFA Sup de Vente. Et je serai la modératrice de cette table ronde qui va durer 1 heure. Donc, les 3 invités de marque qui me rejoignent sont tous des experts de la relation client et de l'expérience client. Alors, nous avons avec nous Marie-Louis Julien, animateur de la marque depuis sa création. Il est donc un acteur privilégié de l'évolution du management de la satisfaction client. Il est le co-auteur de l'ouvrage collectif Manager la satisfaction client ou comment transformer le pépin en pépite. Nous avons également Thierry Spencer, directeur associé de l'Académie du service, qui est leader en France du conseil aux entreprises pour le développement de la culture du service et l'amélioration de la relation client. Il est le créateur du blog sensduclient.com, mais également auteur et conférencier. Et enfin, nous avons Pascal Monnier, directeur du département expertise, veille et assistance multimédia du service client Orange. Et il est donc responsable expérience digitale et agilité. Alors, les interventions qui vont suivre vont se dérouler en 2 séquences de 20 minutes avec chacune 2 questions posées à nos invités. Pour rappel, chaque invité aura 3 minutes pour répondre à leurs questions. Pendant ces interventions, donc, je vous invite à poser vos questions en direct sur le chat. Et nous afficherons les questions à l'écran en fin de séquence que nous adresserons directement à nos invités. En cas de problème technique, vous avez le numéro de Céline et Marie qui est indiqué dans la notice Blackboard du mail de confirmation d'inscription que vous avez reçu. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Il est 9h49, on va pouvoir commencer. Alors, je m'adresse directement à vous, Thierry Spencer. Quel bilan est-ce que vous tirez de cette période ? Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et tout d'abord, je voulais vous féliciter pour la qualité de l'organisation de cette journée. J'ai pris beaucoup de plaisir avec Pascal et Marie-Louis à échanger avec vous pour pouvoir préparer cette intervention. Alors, je souhaite tout d'abord, effectivement, vous me posiez les questions sur le bilan que je tire de cette période. Tout à l'heure, Monsieur Rouet nous a dit que les collaborateurs en particulier faisaient l'expérimentation de nouveaux lieux de travail. C'est exactement ce qu'on peut constater. Mon premier point, c'est ça. Il y a des bouleversements en termes de management entre les collaborateurs et l'entreprise. Le télétravail au quotidien a changé un peu la donne, des nouvelles relations sociales à distance, et on a voulu le mesurer à l'Académie du service en faisant un sondage auprès de nos clients et nos contacts, et on a appris notamment que 60% des entreprises avaient créé des temps réguliers d'échange et de soutien équipe. Donc de nouveaux temps d'échange, de nouveaux modes de management au sein des entreprises, et ça c'est très intéressant et très enrichissant. Donc et ça illustre ces bouleversements dans le management au sein des entreprises. Et puis presque la moitié, donc 48% des entreprises ont pris conscience du lien comme facteur de motivation. Et ce lien, c'est ce lien à distance qu'il faut désormais tisser. On en parlera tout à l'heure dans la relation client, mais mon introduction, c'était un petit peu d'abord sur le management. Et donc, l'enjeu clé ici, c'est bien l'enjeu du management. Et on sait que beaucoup de managers, et peut-être que certains d'entre vous l'ont constaté, on manque un peu de clés en tant que manager pour animer une communauté de collaborateurs qui sont à distance. Mon deuxième point, c'est un autre bouleversement, ce que j'ai pu constater, le bilan que je peux tirer aujourd'hui, bien que nous soyons presque au milieu de cette crise, si je puis dire, en sortant de cette période de confinement, c'est un bouleversement plutôt positif pour les collaborateurs. Il y a d'abord un progrès dans l'usage du numérique. Là, on peut citer un chiffre issu de notre étude. 73% des répondants de notre étude attestent avoir progresser dans l'utilisation du numérique. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que ça va accélérer un certain nombre de mouvements dans les entreprises, et je pense que Pascal nous en parlera également juste après. Je vois aussi que dans les choses plutôt positives, je suis plutôt optimiste de nature, et donc mon bilan il est positif. Donc je vois que également que dans notre étude, on constate qu'un tiers des répondants déclarent que les clients portent un autre regard sur les personnes à leur service.
C'est-à-dire qu'on voit seulement le livreur comme celui qui vient vous déposer votre carton, mais celui qui vient vraiment braver un certain nombre de dangers, même pour sa santé, et puis vous rendre un vrai service. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Et puis on voit également que les clients ont été plus compréhensifs pendant cette période. Hein, on est tous, on fait preuve d'empathie. Hein. Je pourrais citer Monsieur Rouet qui parlait d'empathie pour les collaborateurs, mais également empathie pour les clients ici. Et puis, on constate aussi un plus fort taux d'engagement des collaborateurs qui prennent le sens de leur mission. Il ne s'agit plus, par exemple, lorsqu'on prend l'exemple à nouveau du livreur, de se dire je suis celui qui apporte des paquets à des clients qui commandent. Non, je suis celui qui va rendre service à une famille qui a désespérément besoin de sa commande ou même de son repas. Mon troisième point, c'est qu'est-ce qu'on a pu constater pendant cette période, et c'est quelque chose que j'affectionne sur mon blog en termes de tendance. Hein. Je prétends que le client est devenu un collectionneur d'expériences. Et je tiens cette formule d'un philosophe et d'un sociologue que vous connaissez peut-être, qui est Gilles Lipovetsky. Hein, je vous recommande ses excellentes lectures, qui disait justement que ce consommateur est devenu un collectionneur d'expériences. Cette période en particulier est une période de collection d'expériences. C'est une période où on va faire de nouvelles expériences. On pourrait prendre l'exemple de l'e-commerce, par exemple, hein, qui a battu tous les records de parts de marché, l'e-commerce alimentaire en particulier. En un mois de confinement, 26% des foyers ont acheté de l'alimentaire en ligne, avec de nouveaux clients qui n'avaient jamais fait l'expérience de ce canal de commande, comme des médecins qui ont fait l'expérimentation de la téléconsultation. Donc, de nouvelles expériences qui viennent enrichir les clients, qui ont donc un effet sur leurs attentes, qui ont un effet sur les standards de l'expérience client. Et enfin, mon quatrième point, en conclusion de ce bilan, ce petit bilan, si je puis dire, c'est que, j'attire l'attention des entreprises sur une nécessaire vigilance pour la sortie de crise, puisqu'on va avoir une espèce de, on pourrait l'appeler de retour de bâton ou d'effet de ciseaux entre, vous avez bien compris, une empathie de la part des clients, une plus grande compréhension pendant une période, à laquelle on ajoute collectionneur d'expérience qui va faire l'expérience de nouveaux standards et de nouveaux services, donc qui va être un petit peu plus exigeant, encore un petit peu plus mature, et puis des collaborateurs qui ont été très engagés pendant la période et qui vont peut-être un petit peu, le soufflet va peut-être un peu retomber. Donc, des clients plus exigeants, des collaborateurs peut-être un peu moins engagés ou tout simplement fatigués, si je puis dire, donc vigilance sur l'après-crise. Voilà le bilan rapide que je peux tirer de cette période. Merci Thierry. Je m'adresse à vous maintenant, Marie-Louis. Vous, quel est votre avis sur la question? Qu'est-ce que vous tirez de cette période? Tout d'abord, je ne sais pas si vous me voyez, en tout cas moi je vous vois très bien. Donc tout d'abord, bonjour cher Madison et cher Thierry, heureux de vous voir en digital, je crois qu'il faut qu'on s'y fasse en ce moment. Merci pour cette invitation. Mon point de vue sera en bien des points proches de Thierry, et du coup je vais peut-être m'attarder sur quelques points qui n'ont pas été abordés. Il en restera encore moins à ce pauvre Pascal derrière, mais dans un premier temps, c'est peut-être d'abord, on a peut-être redécouvert, comme vous pouvez le dire, Daniel Ray, qui lui sévit dans le domaine du marketing, un peu la pyramide de Maslow. On l'avait peut-être un petit peu oublié au cours des dernières années, voire un petit peu raillé. Et là, on a fait un petit peu d'archéologie. On est peut-être revenu aux fondamentaux peut-être des besoins des clients, et on a pu rééprouver ces derniers temps que la fragilité individuelle et personnelle est venue frapper à la porte. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on avait oublié individuellement, peut-être aussi nos marques, où on était parti, et dans des choses qui sont très bien, très intéressantes, que l'expérience client, découvrir de nouveaux terrains. Et là, on est revenu peut-être vraiment aux fondamentaux. Et cette question sanitaire, cette question finalement de la sécurité, de nous-mêmes, de nos proches, et puis effectivement une angoisse, une émotion qui a parcouru bien au-delà de la télé, mais dans chaque foyer. Un autre point, et qui a été évoqué par Gilles Rouet tout à l'heure, c'est aussi cette question de l'utilité. Cette question de l'utilité, je pense qu'elle s'est démontrée d'ailleurs par un grand nombre de communications, mais aussi d'actions très concrètes de la part de marques, mais aussi dans notre job. Dans la relation client, c'est très clairement un métier qui est souvent sous le boisseau. C'est un petit peu moi ce que j'appelle l'armée des ombres, c'est-à-dire que sans eux, on ne peut rien faire, mais si on ne les voit pas pendant très longtemps, c'était pas plus mal. Et là, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup parlé de première ligne, et je trouverais ça un petit peu
dommage que de vouloir faire rentrer les uns dans la première ligne, faire rétrograder les autres. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que dans la relation client, mais comme dans bon nombre d'activités, il y a ces armées d'inconnus, finalement, dont on s'est rappelé de l'utilité. Et au-delà de l'aspect du business, puisque le business a pu, dans le domaine notamment de l'e-commerce, à travers de la relation avec les clients, perdurer, il y a eu aussi énormément de choses qui se sont faites avec ses collaborateurs. Et je citais Orange il y a encore peu de temps, qui a mis en place plein d'initiatives. Je suis sûr que Pascal nous en parlera tout à l'heure, je ne veux pas déflorer ce point. Et donc ce sentiment d'utilité, et pour certains, c'est même au-delà de ce que font traditionnellement les marques, c'était cette nécessité de se rendre utile. Et j'évoquais justement les marques, c'est au-delà de la communication, les actions. Cette crise a aussi, me semble-t-il, fait office de révélateur. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, ou du moins on a eu la confirmation, et ça je pense que c'est pas notamment Thierry qui me dira le contraire, par exemple la Maïf a eu une attitude au-delà de responsable, mais qui finalement était assez cohérente avec, j'ose pas dire ce qu'on attendait d'elle, mais presque. C'est-à-dire une marque qui est tellement proche tant de l'humain, donc client ou collaborateur, que finalement quand elle a annoncé ces 100 millions de redistribution de ces primes à l'ensemble de ses sociétaires, pour les connaisseurs ou pour ceux qui suivent la Maïf, ça n'a bizarrement pas étonné en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu voir réellement comment ces entreprises se comportaient sous pression. Et on a une entreprise comme Decathlon aussi. Decathlon a mis à disposition le fameux Easy Brest. Il y a eu une super storytelling sur le sujet. Mais bien au-delà de ça, il y a plein de choses qui se sont faites également d'une manière moins sue. Par exemple, ils ont mis à disposition énormément de matériel, des blouses, tellement nos hôpitaux étaient certaines fois dans des situations d'indigence. Et donc, voilà, et pour moi, il y a eu vraiment le révélateur. Et puis là, c'est, on va dire, les bons exemples. Et puis à côté, on avait des entreprises qui communiquaient tout en faisant travailler leur personnel en étant pris en charge par le chômage technique. On a des entreprises qui ont expliqué que c'était très bien, mais que tous les fournisseurs allaient évidemment comprendre qu'on allait retarder les paiements parce qu'on était dans une situation exsangue au niveau financier. Et donc, on a pu voir à travers cette crise, qui était vraiment d'une intensité, on a tous pu échanger, voir ces experts qui nous disaient elle aurait pu être, elle a été fatale, elle a été d'une grande dureté. Et du coup, ça a permis de voir peut-être les vraies natures et donc de se rendre compte que bizarrement, ou pas d'ailleurs, évidemment, les entreprises qui étaient orientées clients ont probablement, je ne sais pas si elles ont mieux résisté, mais en tout cas, elles ont fait bonne figure, et je pense qu'on en sortira. Je crois que c'était ce que disait en creux tout à l'heure Thierry. Il y aura un sentiment de fierté, à mon avis, très fort de ces entreprises, et donc un engagement. Et donc là, il n'y aura pas de problème, comme pouvait le dire Gilles Rouet au début, sur la fidélisation et la suite. Et donc, j'ai envie de dire, vu que je suis en Bretagne en ce moment, j'ai le sentiment que la marée est descendue très très vite, et on s'est rendu compte que certains se baignaient sans maillot. Et là, la réalité nue est apparue, je pense, pour beaucoup. Et donc, cette crise, c'est pas le rythme, en tout cas, c'est une des choses dont on peut se sortir. Et c'était un interlocuteur de Decathlon qui nous disait cette crise nous a obligés de passer du storytelling au story doing. Et je trouve que c'est assez juste. Cette notion de, on a beaucoup dit, maintenant il faut faire. Merci Marie-Louise. Donc si je comprends bien, vous soulignez un paradoxe évident concernant les promesses qui sont faites aux entreprises à leurs clients. Pascal Monnier, du coup, j'aimerais savoir dans ce contexte, comment est-ce que Orange a-t-il pu tenir ses engagements auprès de ses collaborateurs et de ses clients? Eh bien, bonjour à vous, j'espère que vous m'entendez. Parfaitement, mon cher Pascal. Très bien, bonjour à tout le monde. Donc, oui, enfin, je voulais aller dans la continuité de ce que viennent de dire Thierry et puis Marie-Louise, et même ce qui a été dit en préambule, c'est-à-dire que par rapport aux engagements que l'on a tenus vis-à-vis de nos clients, de nos collaborateurs, on est déjà sur deux clés. D'abord sur les fondamentaux, ce qu'évoquait Marie-Louise à l'instant, c'est que nos clients nous attendaient sur le réseau. C'est qu'on n'a jamais vu, enfin, on a compris à quoi servait le réseau, entre guillemets, au sens où on en avait besoin pour l'économie, voilà, pour tout, on parlera de télétravail tout à l'heure, mais on en avait besoin aussi pour l'enseignement, parce que quand on a des enfants, et vous y compris, quel que soit l'âge, on avait besoin de ce réseau pour poursuivre l'enseignement qui était demandé. Et puis il y avait aussi pour la partie échange, y compris avec nos seniors qui étaient en EHPAD, etc. Donc on voit bien que la partie réseau était indispensable et nécessaire à nos clients.
Et puis, ça a été évoqué en préambule de ce webinaire, c'est qu'il y avait l'anticipation. Et donc, l'anticipation était aussi la clé et certainement l'une des clés de la réussite des entreprises qui ont pu peut-être tirer les épingles du jeu par rapport à cette crise. Et quand je dis l'anticipation, il a fallu trouver tout de suite des solutions vis-à-vis de nos clients. Soit tous les opérateurs l'ont fait, hein, augmenter la data en termes de gigas pour pouvoir avoir davantage de débit, fournir des outils de substitution, par exemple avec des airbox ou des choses comme ça, s'adapter aussi en termes de processus par rapport, bien évidemment, au recouvrement, parce que c'était pas forcément le sujet du moment, des processus particuliers, c'est qu'on a allégé aussi un certain nombre de processus, voire transformé d'autres qui n'étaient plus réalisables. Donc, et puis, par exemple, aussi aller un peu sur le côté éthique des choses, et qu'on a chez Orange souhaité d'arrêter le télémarketing parce qu'on pensait que c'était pas la bonne idée, voilà, de solliciter la société dans ce moment où elle était en crise et elle avait d'autres besoins. Alors sur les réseaux, pour vous donner une idée, on a augmenté la demande a augmenté à peu près 30% quasiment de quelques jours, en quelques jours, et 30%, on sait bien que les demandes est exponentielle tous les ans, mais là c'était un record absolu. On a multiplié par 7, par exemple, l'utilisation de WhatsApp, par 2 la partie visio, ou bien en tout cas conférence, par 5 la partie échange de data, etc. Donc vraiment, on a eu des échanges extraordinaires, et donc il a fallu que le réseau soit adapté et tienne surtout pour pouvoir aller sur ce point-là. Pour terminer sur la partie engagement client, les clients, comme l'a dit Thierry, il y avait une exigence, elle est toujours présente. Il y a certainement une empathie particulière par rapport à ce moment. Un retour de satisfaction vis-à-vis du client, puisqu'on a plus 7 points de NPS en quelques semaines, donc c'est énorme aussi, parce qu'on est plutôt sur de 1 à 2 points dans notre domaine sur cet aspect-là. Donc vraiment un retour client vraiment très agréable et très marqué, mais sur lequel l'exigence est toujours présent, et il ne faut pas qu'on lâche sur cet aspect-là. Sur le côté collaborateur, on est passé avec des collaborateurs qui étaient plutôt digitaux déjà dans l'âme, en tout cas chez Orange, avec 30% de télétravail à peu près en moyenne sur le grand public. Et dans mon unité, on a à peu près environ 1000 personnes, on est monté à 90% en quelques jours en personnel qui faisait du télétravail. Alors, juste un bémol sur l'aspect télétravail, pour moi, c'est un abus de langage. On est plutôt en travail sur site distant ou à domicile, puisque c'était un télétravail entre guillemets contraint, dans des conditions pas toujours adaptées, et puis en présence de sa famille ou de ses enfants, voilà, par rapport à tout cela. Et globalement, il y a eu une logistique de crise qui a permis de mettre tout le monde en télétravail à 90% pour pouvoir répondre justement aux attentes de nos clients. Et puis, bien évidemment, vis-à-vis de nos collaborateurs, une écoute particulière, une empathie, une vraie fierté voilà, comme le disait Marie-Louise tout à l'heure, d'avoir une notion de service client au sens noble du terme, et pas juste simplement répondre à un engagement contractuel, mais qui va bien au-delà de cela. Et donc, une vigilance particulière pour les collaborateurs, pour leur écouter jusqu'aux signaux faibles de ce qu'ils pouvaient exprimer. Et puis, on leur a donné également des espaces d'expression pour pouvoir dire ce qu'ils avaient à dire. Voilà, en quelques mots, ma partie engagement. Merci Pascal. Les questions du chat. Mélissa, je te laisse la main pour poser les questions. Hop. Bonjour à tous. Alors pour les questions, j'ai reçu une petite question en privé. Pensez-vous que le télétravail a fait une belle avancée et continuera dans l'avenir suite à cette crise? Je pense que Pascal doit avoir des convictions sur le sujet. Oui, moi, à la fois, c'est une preuve, c'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes qui étaient réticentes sur le travail à distance. Alors, bien évidemment, même si les conditions n'étaient pas vraiment idéales pour télétravailler, on a pu maintenir une activité, on a pu découvrir une autre façon de réaliser la chose. Maintenant, je pense que le télétravail doit revenir sur le devant de la scène et doit s'organiser. C'est-à-dire qu'on doit quand même certainement le pérenniser, mais pour moi, il y a un équilibre à trouver entre la vie dans l'entreprise et puis la vie, bien évidemment, à domicile ou ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément chez soi qu'on doit télétravailler, ça peut être sur un site distant, dans un autre espace. On doit trouver un équilibre entre les deux.
Et puis, certainement que ça aura un effet, alors peut-être indirect, mais en tout cas sûrement sur l'aspect immobilier, en tout cas la constitution des bureaux et l'organisation de la vie au bureau, parce que aujourd'hui, même encore maintenant, hein, voilà, il y a quand même les normes sanitaires sont vraiment très très présentes, donc il faut qu'on puisse jongler sur une présence locale, ou en tout cas présentielle, qui est organisée, donc pas tout le monde en même temps, avec des obligations particulières. Et le télétravail peut aider notamment à pouvoir pas amener tout le monde en même temps sur le même lieu de travail, si jamais ça peut être le cas. D'accord, merci pour cette réponse. Je vais laisser nos participants poser des petites questions dans le chat, n'hésitez pas surtout, au cas où il y en aurait tout de suite. Je laisse vais peut-être 5 minutes. Pour ma part, je ne sais pas si on attend Oui. une réponse de l'ensemble des participants, des intervenants. Juste pour compléter, je ne sais pas si le mot est le bon, mais ce que disait Pascal, nous, des retours qu'on peut avoir à travers les adhérents de l'association, c'est qu'effectivement, on n'était pas en télétravail. On était vraiment en poursuite d'activité dans des conditions qui étaient vraiment furieusement dégradées. C'était il y a 3 semaines, mais ça nous paraît peut-être déjà il y a 3 ans. Mais on était quand même en famille, sans école assurée. La notion de charge mentale, je pense qu'elle a été suffisamment développée pour qu'on n'y revienne pas dessus, et surtout pour beaucoup de femmes. Il y a aussi voilà, toutes ces difficultés, je pense qu'il faut vraiment les avoir en tête. Moi aujourd'hui, les quelques contacts qu'on peut avoir avec des personnes qui sont dans le domaine RH, disons que c'est assez fascinant aujourd'hui de parler. Après, moi, Thierry est un optimiste. Moi, je suis un optimiste de résultat, mais pessimiste de chemin, tu vois, comme le disait Gabi. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez. Je pense qu'il faut pas. Il ne faudrait pas passer d'un extrême à l'autre. On a dit pendant très longtemps, le télétravail, en gros, on ne fait pas confiance aux équipes. Donc, on vous veut à côté parce que vous êtes deux équipes. Il y a ce côté très possessif, très guerre longtemps. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, pour de mauvaises raisons, on reparte sur du télétravail. Et quand je dis de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez singulier, pour le moins, d'entendre des entreprises parler de télétravail massif et en même temps de commencer à rechercher de la vente d'immobilier. Voilà, donc ok, on a besoin de trésorerie. Il ne faudrait pas que voilà, il y ait un lien de causalité entre les deux. Donc le télétravail, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, comme le dit Pascal, il faut tirer des leçons et je pense qu'il faut les tirer maintenant, tant que c'est encore un peu chaud, pour anticiper la suite, parce que le télétravail est oui une super opportunité quand il y a un vrai accompagnement et pas quand on est laissé en reste campagne. Voilà pour ma part. Alors, il a été... pardon, allez-y. Pardon, juste un point pour faire le lien avec ce que je disais dans le bilan et pour rebondir sur ce que viennent de dire Pascal et Marie-Louise, c'est que au-delà des outils de télétravail et des nouvelles habitudes qui sont prises, on va avoir besoin de compétences managériales, manager à distance, motiver à distance, réconforter à distance, recadrer à distance. Je veux dire, il y a de nouvelles choses que beaucoup de managers ne savent pas faire. Donc, on est dans une phase d'apprentissage nouvelle à venir. Vous aviez noté d'autres questions ou vous souhaitez qu'on enchaîne peut-être parce que je vois qu'on a déjà été très très bavard. Donc, alors, il y a une question qui est assez pertinente dans le chat. C'est Adeline de Green Conseil qui nous pose la question. En effet, ce fut vraiment le mode survie. Nous avons observé beaucoup de solidarité dans notre société. Les gens se sont serrés les coudes et ont vraiment joué le jeu. Quelle est votre vision sur la période? La période a-t-elle globalement soudé ou éloigné, je suppose, les personnes? Là-dessus, moi, Pardon. Alors, je pense que cette question, on va pouvoir enchaîner parce qu'on va y répondre justement. En fait, moi, j'ai noté plusieurs points communs entre vous. Par exemple, la nécessité d'ouverture d'esprit, du management et une prise de conscience de la part de chaque partie prenante. Et en fait, ça se traduit bien souvent par ce besoin d'accompagnement constant dont vous parlez, un accompagnement qui peut être d'ordre physique ou émotionnel. Du coup, ça sous-entend qu'il subsiste une certaine vulnérabilité sociale. Du coup, Thierry Spencer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette relation à distance et le contexte émotionnel?
Oui, bien sûr. Alors, la relation à distance, en effet. Alors, attendez, je mets mon chronomètre parce que je veux absolument respecter votre timing et pas bouleverser cette table ronde. Moi, je voulais prendre l'axe de cette fragilité aussi vis-à-vis du client. Je l'avais noté dans mon blog en tout début d'année sur des tendances de la relation client, l'exercice que je fais depuis maintenant 10 ans, et j'avais noté le client fragile. Ah, vous savez, il y a des situations structurelles de fragilité, la vieillesse, le chômage de longue durée, le handicap, bien sûr, des situations conjoncturelles, la maladie, l'accident, et des facteurs sociaux comportementaux, si je puis dire, le surendettement, le manque d'éducation, mais il y a une nouvelle fragilité. D'ailleurs, c'est un mot qui vient de faire son entrée dans le Larousse de l'édition 2020, c'est l'électronisme. Et d'après une étude de CSA, hein, quasiment un Français sur 4, 23% des Français sont pas à l'aise avec le numérique. Et c'est une proportion qui monte à 58% chez les 70 ans, et plus, ça représente à peu près 3,2 millions de Français. Et on pourrait dire effectivement, à ce que vous venez de dire sur la fragilité à la fois des clients mais aussi des collaborateurs, il y a des collaborateurs qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Il y a des clients pas à l'aise avec le numérique. Donc, aux entreprises de s'adapter à ces fragilités, parce qu'on est tous dans cet environnement numérique. Et aujourd'hui, regardez, on se parle à distance, on maîtrise assez bien les outils, mais il faut penser aussi aux clients qui pourraient être laissés pour compte. Le deuxième point sur la relation à distance, c'est qu'il faut considérer, et Pascal y a fait référence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes non plus dans le multicanal ou l'omnicanal, mais vraiment dans l'hybridation des canaux de la relation client. Le vendeur auto qui consulte votre espace client au sein de sa concession, ou alors le conseiller Orange qui est en visio avec vous, plus de digital dans le monde réel, plus d'humain dans le digital. On va vers cette hybridation raisonnée, si je puis dire. Le troisième point par rapport à votre question sur la relation à distance et le numérique dans la relation client, c'est l'autonomie du client. Le client veut être autonome. Il y a aujourd'hui de nombreux outils de self-care, de self-service qui permettent aux clients de répondre à ces questions sans valeur ajoutée. Hein. D'ailleurs, 6 Français sur 10 préfèrent utiliser le self-service pour résoudre les problèmes simples ou répondre à leurs questions. C'est une étude de Salesforce. Les clients veulent être autonomes, veulent faire avec les outils qui sont à leur disposition, voire traiter des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, ce qui veut dire, et c'est mon quatrième point, qu'il y a un vrai besoin de relations humaines, un vrai besoin d'empathie entre les collaborateurs au contact et les clients. Pourquoi? Parce que à mesure que le nombre de contacts se réduit ou se digitalise, si je puis dire, eh bien, la relation humaine devient plus forte, devient plus intense. J'ai moins besoin de mon conseiller bancaire, mais le jour où je le vois, je voudrais passer du temps avec lui, je voudrais qu'il me comprenne, je voudrais qu'il connaisse mon historique, je voudrais qu'il maîtrise lui aussi tous les outils numériques pour me faire gagner du temps, bien sûr, mais aussi me rendre un vrai service et me reconnaître. Et c'est mon dernier point. Mon dernier point, c'est évidemment aujourd'hui ce qu'on voit, c'est l'accroissement des capacités des collaborateurs, hein, grâce notamment à l'intelligence artificielle. Le fait qu'un collaborateur à distance, et Pascal ne me démentira pas chez Orange, hein, les collaborateurs savent faire de plus en plus de choses, sont augmentés entre guillemets, hein, c'est-à-dire ils ont de plus en plus de capacités pour pouvoir offrir le meilleur service à leurs clients. Voilà cet enjeu, ce dernier enjeu technique qui est le fait de bien utiliser la technologie pour rendre service aux clients et permettre aux collaborateurs eux aussi d'avoir un plus fort engagement et une plus forte satisfaction lorsqu'ils sont en contact avec les clients. Merci Thierry. Pour vous, Marie-Louis, quel est votre avis sur l'éventuelle précarité dans le parcours vers l'autonomie numérique, notamment avec la mise en place du télétravail? Alors peut-être avant de parler de précarité, je vais revenir sur ce que disait Thierry, et je pense qu'effectivement le fait de permettre aux clients finalement d'être autonomes est finalement une belle chose et même une perspective enthousiaste. C'est-à-dire que donner de l'autonomie, c'est quelque part se mettre en position d'accompagnement du client pour lui permettre finalement de faire face aux situations qui lui donnaient de vivre dans ses relations avec notre marque. Et en cela, je trouve qu'il y a un côté, alors je ne sais pas si c'est altruiste, mais vraiment bienveillant, je trouve, voire bienfaisant. Il y a ce
ce côté presque un petit peu, ou qui pourrait être le côté un peu ange gardien qu'évoque Jeanne Bordeaux. Alors, je ne fais pas ça pour faire du name dropping, mais pour vous inviter à voir un peu les travaux des uns et des autres à chaque fois. Et donc, comment je peux positionner ma marque pour que réellement elle permette aux clients finalement de gagner en autonomie, presque en indépendance. Toutefois, il ne faudrait pas que ça soit corrélé à un autre facteur. Là, on va dire que je voulais Cassandre, mais qui consisterait finalement à dire aux clients d'être uniquement dans le self-care. D'ailleurs, la notion même de self-care, le nom self-care en anglais, je trouve ça même un peu perturbante, qui est finalement prendre soin de soi-même. Il y a presque, je n'ose pas dire un abandon, mais voilà. Cette notion de self-care, je pense qu'il faut qu'elle soit abordée avec beaucoup de vigilance, vraiment de vigilance. Puisque aujourd'hui, on constate beaucoup un développement évidemment du numérique, ça c'est une réalité et qui est très bonne. Ça permet aux collaborateurs d'avoir plus d'informations plus vite, d'être même en capacité de répondre à des clients qui rencontrent des situations qui sont de plus en plus singulières, personnelles. Et donc, ça permet finalement d'essayer d'être au plus proche des attentes des clients pour les fidéliser, la recommandation, etc. Toutefois, il ne faut pas les laisser tomber, si je veux dire, en les laissant un peu très souvent ou trop souvent à eux-mêmes. La définition, je ne sais pas si c'était du luxe, mais en tout cas, quand je faisais mes années de marketing, c'était de laisser le choix. Et il ne faudrait pas que le self-care soit finalement un peu l'ornière dans lequel on essaie de pousser tous nos clients. Et je pense que c'est important de laisser en permanence, en tout cas, une solution qui soit une solution. Et ce qui répond, je pense, au point que souligne avec conviction Thierry, qui est de dire aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont coupées de tout ce qui touche au domaine du web. Cette notion d'électronisme, qu'on peut appeler aussi fracture numérique, fracture digitale, elle est forte. Et il suffit d'aller sur Internet, encore aujourd'hui, je crois, ou hier, il me semble que c'est le défenseur des droits, qui montrait que de 20 à 30% des personnes âgées n'avaient pas les codes pour pouvoir être en interaction avec les services publics. Et on pourrait croire que ça concerne uniquement nos aînés. Non, il en est de même pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est ce que sort cette étude, en tout cas l'écho de Toulon va dans ce sens, c'est qu'a priori, pareil, on a 20 à 30% des jeunes qui ne maîtrisent pas les codes de l'administration dans tout ce qui est interface digitale. Donc là, je pense que à faire attention à cette fragilité justement dans ce parcours qui est proposé et qui n'est pas forcément aussi simple qu'on le souhaite. Et je ferai écho à ce que disaient nos intervenants lors d'une convention. C'est-à-dire c'est assez singulier de voir toutes ces belles entreprises qui louent l'importance humaine de la place de l'homme et qui en même temps s'évertuent à le chasser dès qu'ils le peuvent en remplaçant de l'humain. Et je vais en arriver, alors là c'est vraiment pour moi la caricature, c'était Nike. J'avais vu un reportage qui était fait du flagship aux États-Unis, je ne sais plus dans quelle grande ville, où en fait la place de l'homme avait carrément été mise dans l'arrière-boutique. C'est-à-dire qu'en fait le client venait et tout se passait en numérique. Tout se passait en numérique. Vous choisissez la paire de pompes, les couleurs, etc., avec un choix infini. Mais en fait l'homme, la place de l'homme dans cette boutique, elle était derrière les murs. Et en fait, elle consistait à aller chercher la paire de pompes ou la fringue qui venait d'être choisi et payé par le client en boutique, sans contact avec les hommes, pour les mettre dans des colis et qui ensuite remontaient et étaient pris par le client. Et je ne dis pas que ce n'est pas un monde dont je ne veux pas, mais je pense que c'est un mode relationnel de marque dont, à mon avis, les clients ne veulent pas. En tout cas, ça, c'est vraiment mon intime conviction. Et puis ensuite, je finirai sur la notion de télétravail également, et qui est de dire que on a loué, magnifié, tant en RH qu'en com interne, que la machine à café, c'était souvent là où polliniser justement toutes les bonnes informations, la transversalité, etc. de l'entreprise. Et je trouve ça assez singulier de se dire que finalement demain, le télétravail serait ce monde merveilleux où finalement l'entreprise aurait tout à gagner. Donc vouloir détruire la machine à café et tout ce qui va autour, voilà, c'est probablement pas ce qu'on souhaite collectivement. Et voilà, faire attention aux grands mouvements de balancier. Le télétravail, personne n'en voulait. Et maintenant, tout le monde en voudrait. Il y a probablement, non pas un juste milieu, mais une réflexion à vraiment accompagner. Merci Marie-Louis. Pascal Monnier, dites-moi, est-ce que vous pensez que le numérique est un facteur de difficulté pour les entreprises ?
Je vais certainement compléter les propos de Thierry et de Marie-Louis. D'abord, voilà, pour citer la position d'Orange par rapport à tout ça. Orange s'est doté non pas d'une ambition, mais d'une raison d'être, qui est, voilà, pas mal d'entreprises se lancent là-dedans actuellement. Et la raison d'être d'Orange, c'est donner à chacun et à chacune les clés d'un monde numérique responsable. Donc voilà, c'est vraiment voilà, le fil rouge, en tout cas le sens de cette entreprise, et donc veut absolument aller sur ce terrain-là. Donc, pour relayer un peu ce qui s'est dit, peut-être aller sur d'autres, ouvrir sur d'autres, un autre débat aussi, c'est, bon, déjà, bien évidemment, la fracture numérique et puis la vulnérabilité qui a été évoquée, elle est évidente, mais il faut qu'on la chasse et qu'on y trouve des solutions. Donc, elle n'est pas forcément générationnelle, Marie-Louis l'a dit tout à l'heure. Et puis il y a l'idée aussi peut-être d'une confiance, c'est-à-dire qu'on voit bien que le monde numérique, il peut faire peur, donc il faut déjà avoir confiance à ce monde numérique, il faut se faire confiance aussi dans l'utilisation des outils digitaux. On voit bien par exemple en interne au niveau des collaborateurs, certains collaborateurs n'avaient pas choisi le télétravail parce qu'ils avaient quelques craintes sur l'utilisation du numérique, sur l'idée de travailler chez soi, isolé, à distance, etc. Et puis que l'obligation des choses a fait qu'ils se sont fait confiance et finalement ils se disent que ils ont acquis de nouvelles compétences. Donc vu cet angle-là très positif, eh bien écoutez, le numérique a permis de dépasser en tout cas les peurs et puis de se dire je peux aussi jouer avec ça et ça m'est offert. Donc ils ont progressé et en termes de compétences, bien évidemment. Sur le côté numérique, présence du numérique ou du digital dans la société, c'était évoqué. Orange a fait le choix en tout cas de garder un équilibre entre l'idée du digital et humain. Comment ils gardent ça? Parce qu'ils gardent ça avec un peu plus de 600 boutiques sur le territoire national. Donc, avec, si vous voulez voir quelqu'un et échanger avec lui en vrai, et puis voilà, voir quelqu'un de près, c'est possible. Le téléphone a été maintenu également pendant toute cette période de confinement, en plus du digital. Donc ça a permis aussi, je me débrouille pas bien sur le digital, j'ai toujours le téléphone et j'ai quelqu'un pour voilà, pour m'aider en tout cas sur ce sujet-là. Donc le triptyque présentiel, téléphone et digital, à mon avis, il a vocation à perdurer et l'intérêt à perdurer si on veut lutter contre cette fracture numérique et cette vulnérabilité digitale. Et puis, on peut aussi agir en complément. Et que pour vous donner un exemple concret, on a prêté du matériel, des tablettes, même des mobiles, etc., dans les EHPAD au niveau médical, etc., pendant toutes ces périodes-là. Et on est allé jusqu'à créer des ateliers avec des gens qui ne savaient pas très bien se débrouiller. Donc, on a choisi des applications les plus simples possibles, WhatsApp pour ne pas le citer, ou des choses qui sont assez simples d'utilisation. D'ailleurs, je voudrais dire que les constructeurs et puis les créateurs d'apps voilà, font des choses de plus en plus vulgarisables et donc permettent à tout un chacun, avec un peu d'usage et puis simplement en vulgarisant leur mode de fonctionnement, pouvoir avoir accès. Donc on a eu jusqu'à plus de 100 rendez-vous téléphoniques quotidiens pour pouvoir aider les gens qui le souhaitaient, y compris les gens qui sont en difficulté par rapport à tout ça, pour les aider à traverser cela. Et puis, juste un sujet qu'on n'a peut-être pas évoqué, je parlais de confiance, il faut aussi qu'on ait confiance dans l'utilisation de ce numérique et de ce digital autour, par exemple, de la data ou de l'intelligence artificielle. Deux exemples concrets, on a vu que, par exemple, quand il y a eu la période de mise en place du confinement, on a pu tracer pour voir un peu ce qu'étaient devenus les Parisiens, s'ils étaient restés sur Paris ou allés ailleurs, etc. Ça fait un peu de tumulte en disant, finalement, il y a le côté flicage, le côté traçage, le côté on peut prendre des données, on peut... Donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Vous connaissez aussi toute la polémique autour du traçage lié à la Covid. Donc est-ce que est utilisable ou pas? Est-ce que d'autres pays ils sont allés dardard et nous voilà, on est très frileux et voilà, on se pose beaucoup de questions autour du sujet. Donc il y a bien cette notion de confiance autour d'utilisation du digital, pardon, et puis de ce qu'on va en faire après. Donc voilà, donc je pense qu'il y a aussi un volet à poursuivre sur l'équilibre à trouver. En tout cas, Orange reste sur l'idée de faire des choses, mais pas forcément communicables. En tout cas, il faut qu'il y ait une adhésion et pas juste voilà, on sait faire, on y va. Merci Pascal. Merci à vous trois d'avoir répondu à ces questions. Pour faire une transition vers la deuxième séquence, j'aimerais qu'on échange davantage sur le besoin de proximité et le renforcement de la dimension émotionnelle. Thierry Spencer, vous avez écrit de nombreux articles au sujet de l'expérience client et plus précisément des moments à fort enjeu émotionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce besoin de proximité qui est devenu fondamental de nos jours?
Oui, le fait est que, et je voyais dans les questions du chat, notamment du monde d'après et du retour à la quasi-normalité, c'est à la fin de l'été, ce qui va changer, eh bien, il y a une chose qui ne va pas changer, c'est ce besoin de proximité client. Et d'une part, la prise en compte du contexte émotionnel du client. Alors, là, en l'occurrence, beaucoup de collaborateurs au service du client ont plus que jamais pendant cette période eu connaissance ou ont fait preuve d'empathie vis-à-vis du client parce qu'eux-mêmes étaient dans une situation un petit peu plus délicate ou même en travaillant à distance, parfois en mode dégradé. Donc, on a la prise en compte de ce contexte qui est extrêmement important. Et ce qui va perdurer, c'est que dans l'expérience client, donc dans tous les points de contact auxquels le client va être sensible, il y a des moments qui comptent plus que d'autres. J'avais fait un sondage sur mon blog il y a quelques temps pour illustrer une de mes tendances disant le client sera moment, en disant qu'il y a par exemple dans les moments du quotidien, dans les expériences du quotidien pour un client, il y a des moments à fort enjeu émotionnel. Je vais en prendre un par exemple, celui de la déclaration d'un sinistre à son assureur. C'est typiquement, voilà, un client qui est en situation délicate, qui vient de vivre un accident ou un dégât des eaux ou un vol qui est en souffrance et qui appelle son assureur. Donc vous imaginez, l'enjeu émotionnel est très important. Et là, ici, pour les entreprises d'assurance, il faut considérer que c'est peut-être le moment le plus important dans toute l'expérience du client dans le domaine de l'assurance. Et l'enjeu, c'est de faire comprendre aux collaborateurs qui travaillent eh bien, au centre d'appel de déclaration des sinistres et qui entendent des maisons qui brûlent toute la journée et des accidents de voiture qui, au bout d'un moment, ce n'est qu'un sinistre comme un autre, eh bien, ce besoin d'empathie et de traitement personnalisé pour chaque client. Et tout à l'heure, d'ailleurs, Marie-Louise faisait référence à la Maïf. La Maïf est plutôt dans ce domaine plutôt très forte et très sensible et sensibilise ses collaborateurs à cette forme d'empathie client. Le deuxième point ici important sur ce besoin de proximité, c'est ce qu'on voit apparaître. C'est un discours dans les entreprises, c'est une nouvelle posture et qui est autour de la notion de considération, c'est-à-dire l'estime, les égards qui sont accordés à quelqu'un, en l'occurrence à un client. Et ce qu'on constate dans notre baromètre de la symétrie des attentions qu'on fait depuis 2013 à l'Académie du service, c'est qu'il y a cette considération est en baisse régulière. C'est-à-dire quand on pose la question aux clients français, est-ce que les entreprises font preuve de considération à votre égard? Eh bien, chaque année, on perd des points, en fait. Sachant que dans une autre étude qui a été révélée par Roland Berger et le Club Med il y a bientôt un an, 7 clients sur 10, lorsqu'ils sont considérés, recommandent une marque, en fait. Donc, il y a cet enjeu de considération qu'a bien compris, par exemple, une marque comme Toyota, qui en a fait presque sa philosophie, qu'il qualifie en japonais de botenashi, qui signifie, on pourrait traduire par l'hospitalité bienveillante, mais qui est l'art de la considération selon eux. C'est aussi un axe de différenciation et une nouvelle stratégie pour le Club Med, davantage de considération pour le client, de prise en compte de son état émotionnel, du contexte du client. Et je pense que cette crise aura permis à de nombreux collaborateurs et de nombreuses entreprises de prendre en compte justement le contexte du client et de savoir de mieux en mieux traiter des moments à fort enjeu pour le client et à fort enjeu pour les marques. Merci beaucoup Thierry. Je m'adresse à vous, Pascal. De par votre expérience, est-ce que vous pensez que les clients ont réellement besoin de reconnaissance et de considération? Alors, je ne peux que relayer les propos de Thierry, voilà, parce que je ne vais pas redire ce qu'il vient de dire, je veux juste illustrer donner quelques exemples concrets. Je pense que le client, il nous attendait pas sur le respect du contrat, il nous attendait sur les moments de vérité associés à des preuves. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, si j'avais mon père qui était tout seul dans sa maison au plus de 100 km et je pouvais pas aller le voir, etc., et qu'il avait une panne de réseau, et ben c'est sûr que si on trouve des solutions pour lui rétablir ça dans un temps court et puis que ça puisse fonctionner et que je puisse rompre cette solitude, en tout cas voilà, renouer avec lui, là j'ai marqué des points de manière extraordinaire parce que le client, voilà, c'est vraiment, il avait pas besoin, il s'en fout du réseau. Lui, ce qu'il voulait, c'est parler avec son papa, etc., pouvoir renouer avec tout ça. Donc on est vraiment sur l'idée du lien vers service versus émotion et que c'est dans ces moments-là qu'on a pu voilà,
a trouvé un vrai sens, en tout cas, au métier et en tout cas aux attentes du client. C'était vrai aussi pour les EHPAD, c'était vrai pour le Toubib qui avait des problèmes de réseau, c'était vrai pour quelqu'un qui devait déménager, finalement ça s'est pas fait, il fallait absolument qu'il reste dans son appartement et donc on avait coupé déjà le truc parce qu'il devait aller ailleurs, mais il a fallu rétablir en toute vitesse. Donc tous ces éléments-là, enfin, on n'a plus que. C'est vraiment le client au-delà encore une fois, dans l'engagement contractuel, et il a pu mesurer, en tout cas en termes d'émotion, ce qu'on venait lui offrir quand c'était possible. Alors, à contrario, quand on a eu des difficultés, quand on n'a pas su ou pas pu, ou en tout cas on a différé la solution, évidemment, le client était assez, assez remonté et parfois, voilà, il nous attendait au tournant aussi par rapport à tout ça. Donc il faut pas être déceptif, mais donc il faut, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un effort sur le domaine. Et puis côté collaborateur, évidemment, c'est une vraie fierté. Et c'est tout son sens de dire, voilà, c'est pas une notion contractuelle encore une fois, mais c'est une notion de service. Et juste pour paraphraser et pour rire, moi j'aurais dit, vous êtes un peu comme le bifidus, tout ce que vous faites à l'intérieur, au sens vous faites plus chez vous, ça se voit à l'extérieur, et donc voilà, vous le mesurez. Donc il y a vraiment une fierté réciproque à la fois des clients d'avoir un contrat avec nous, pour dire là ils sont au rendez-vous, et puis des collaborateurs qui sont fiers de pouvoir rendre le service attendu aux clients dans des situations vraiment exceptionnelles. Merci Pascal. Vous en pensez quoi, Marie-Louise? Marie-Louis, on ne vous entend pas. Alors, nous essayons de régler le problème. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça y est. C'est bon. Voilà, désolé, merci. Là-dessus, je ne prête que d'accord avec l'expertise de Thierry et le retour d'expérience de Pascal. On pourrait même se demander si, parmi les humains, qu'ils soient clients ou collaborateurs, qui n'aurait pas besoin de considération. Je pense que la considération, elle est intrinsèque à tout homme, quelle que soit sa nature, quel que soit son stade de vie. Je pense qu'il y a une telle méfiance aujourd'hui, et c'est presque une chance pour nos marques. C'est un challenge et en même temps une chance, c'est qu'il y a une telle méfiance des collaborateurs à l'égard des marques, que finalement, déjà avoir une marque qui fait ce qu'elle dit, c'est presque un avantage concurrentiel de dingue. Alors c'est horrible quand on s'occupe de grand nombre d'entreprises sur le management de la réclamation client, mais c'est quand même aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que certaines fois, le fait d'accomplir ces missions et d'aller un tout petit peu plus loin, ça va déclencher effectivement une satisfaction qui va être très forte. Certains parlent même d'enchantement. Donc je pense que c'est déjà faire ce qu'on dit. Il y a aussi, je pense, dans la notion de la considération, ce sentiment de proximité ou cette réalité de proximité, c'est ce qu'évoque Pascal, et on pourrait presque faire un lien avec EDF et la tempête de 99. J'évoquais tout à l'heure Daniel Ray, qui à l'époque accompagnait EDF dans la satisfaction de cette marque à l'égard de ses clients et la difficulté qu'ils avaient à progresser. Ils étaient sur un plateau, la tempête est passée par là, et en fait, cette tempête a eu un effet positif pour eux dans leur relation avec leurs consommateurs. C'est qu'après avoir mis tous les câbles à plat et plongé une grande partie de la France dans le noir à quelques heures de Noël, beaucoup de nos compatriotes, de nos concitoyens ont vu des petits hommes bleus arriver vers 2, 3 heures, 4 heures du matin. Ce n'était pas des schtroumpfs, c'était des ouvriers d'EDF et qui remontaient sur les pylônes pour remettre de l'électricité. Et on avait des comptables qui étaient revenus alors qu'ils étaient en retraite. On avait des avocats qui venaient en bas des pylônes, enfin des avocats, des juristes d'EDF qui venaient pour rétablir le service. Et ça, je dis que cet épisode a été fameux pour EDF, c'est qu'il y a eu un gain de NPS qui a été extrêmement fort et qui était extrêmement dû. Et je pense et j'espère qu'il en sera de même pour Orange. Et après, je ne voudrais pas non plus donner l'impression que je suis dans le tout proximité, dans le que humain, la relation. Il y a des business qui ne sont pas comme ça. Quand on est sur du digital, on peut aussi faire de la bienveillance, de la bienfaisance. Là, on relayait il n'y a pas très longtemps un petit coup de pub, mais qui, je pense, peut stimuler un petit peu le marigot de la relation client. C'est la décision de Netflix de proposer de résilier d'office tous les contrats des usagers qui n'auraient pas eu usage de leur service pendant 1 an. C'est-à-dire, en gros, on sait qu'on est tous plus ou moins, certaines fois, embrigadés, corsetés dans des contrats. On ne sait comment s'en défaire. La Netflix, je trouve, fait un super coup en disant si vous n'avez pas utilisé Netflix au cours de la dernière, on vous propose de nous-mêmes de résilier, donc en gros, pour que vous ne payiez pas.
Alors évidemment, je parle de petits coups de pub parce que qui malencontreusement n'appuiera pas sur le bouton Netflix pendant 12 mois, mais en tout cas, c'est un début. Et je pense que ça pourrait inciter d'autres entreprises à être dessus. Et puis, une autre pratique que j'ai trouvée des plus intéressantes, qui était chez Interflora. On sait que c'est la fête des mères dans quelques jours. Pour ceux qui l'auraient oublié, n'hésitez pas. Et Interflora a envoyé un message à l'ensemble de ses clients en leur disant, on sait que certaines fois, la période de la fête des mères est aussi une période douloureuse pour des mamans qui ont perdu des enfants, mais aussi évidemment pour des enfants qui ont perdu leur mère, et de proposer à toute leur base de clients qui le souhaitent de ne plus être sollicités par cette marque pendant ce laps de temps, pour éviter de mettre du sel un petit peu dans la plaie. Et je trouve que c'est aussi une preuve d'une grande proximité, d'une grande justesse, d'une grande sensibilité, à travers quelque chose finalement d'assez simple. Et donc ça, c'est des bons exemples. Et je finirai alors peut-être par un petit jeu de mots, mais c'est en tant que client, est-ce que la marque s'occupe de mes proches ou de mes poches? Voilà. Ça, c'est peut-être un moyen de voir effectivement si l'entreprise est dans une proximité bienveillante et bienfaisante ou si c'est uniquement de la com. Merci beaucoup, Marie-Louis. Du coup, j'ai noté, vous vous accordez tous les trois en fait à dire que aujourd'hui, intégrer les préoccupations, qu'elles soient sociales ou environnementales, dans les activités et opérationnelles et dans la stratégie de management, ça représente un enjeu qui est non négociable. Alors Thierry Spencer, comment est-ce que ça se traduit pour l'Académie du service? Bon, je suis un observateur, un blogueur, mais je suis aussi consultant pour l'Académie du service, mais au service d'entreprises. Et ce que je constate, c'est finalement, c'est que notre conviction, qui est la symétrie des attentions, le principe, la qualité de la relation client doit être égale à la qualité du management, eh bien, ça trouve un écho dans de plus en plus d'entreprises. Pascal, il faisait une référence avec une formule que j'adore, qui décidément, Pascal a le sens de la formule, tout comme Marie-Louis. Merci pour cette nouvelle formule sur les poches et les proches. Je vais la retenir, mais je reviens au point de Pascal. Pascal disait, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Je pourrais aussi faire référence à ce que disait aussi Monsieur Rouet en introduction, sur la résilience organisationnelle et le lien entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. C'est bien ça la symétrie des attentions, c'est-à-dire prendre soin de ses collaborateurs, c'est faire le pari qu'ils prendront soin des clients. Et donc, il y a fatalement une nouvelle attente chez les clients, c'est-à-dire que, par exemple, je vais vous citer une étude d'Ipsos, 7 Français sur 10 attendent des marques et des entreprises qu'elles soient responsables et transparentes. Il y a véritable attente de la part des clients pour des plus forts engagements, des comportements plus responsables, transparents, et tout ça, on fait un critère de choix pour les clients. Mais pas seulement pour les clients, aussi pour les collaborateurs. Et on pourrait aussi faire référence à cette fameuse résilience organisationnelle dont parlait Gilles Rouet, et qui disait d'ailleurs à propos de vous, à propos des étudiants, que, eh bien, vous, aujourd'hui, vous étiez un petit peu plus détaché des entreprises, vous considériez que vous aviez plus de choix, vous changiez d'entreprise, et je pense qu'il y a cette tendance de fond, et ça sera mon mot de conclusion par rapport à votre question, c'est de dire que de plus en plus, la marque client va se confondre et va converger avec la marque employeur. De plus en plus, les clients vont choisir non seulement une marque, mais une entreprise et ses engagements et sa façon de traiter les collaborateurs. De plus en plus, les candidats vont choisir derrière l'entreprise son mode de management et aussi sa façon de respecter l'environnement, sa façon de prendre des engagements en termes de RSE. Donc je crois beaucoup à cette résilience organisationnelle, je crois beaucoup à cette convergence entre marque client et marque employeur, et je vois que les entreprises, et comme le dirait Marie-Louis Julien dans une autre de ses formules, quand empruntée à Decathlon, on passe un peu du storytelling au story doing. Les clients comme les collaborateurs attendent vraiment des preuves, attendent aujourd'hui vraiment qu'il se passe des choses et que les entreprises, les marques soient davantage responsables. Merci beaucoup Thierry. Pascal Monnier, j'aimerais savoir comment est-ce que vous intégrez cette dimension RSE et éthique dans votre stratégie chez Orange?
Alors, je ne vais pas redire ce que dit Thierry, mais peut-être l'illustrer voilà, d'une manière particulière. Donc, il y a peut-être deux volets. Il y a la partie RSE, mais la partie éthique aussi. Orange est vraiment attaché à cela. Donc, je vous évoquais tout à l'heure la raison d'être d'Orange. Et Orange s'est aussi doté d'une ambition avec un plan qui s'appelle Engage 2025. Donc, on est déjà opérateur de service et de réseau, pardon, et donc on va déjà s'engager sur le réseau en lui-même. Donc, on continue à développer la fibre partout en France et tout ça pour avoir proposer une connectivité augmentée à tout un chacun, pour avoir accès et combattre la partie accès au numérique. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi d'autres volets que je voulais par exemple illustrer. Il y a la cybersécurité qui vraiment est aussi au cœur de tout un chacun. C'est que très bien, on a du digital, on a accès au numérique, etc. Mais est-ce que mes données sont sécurisées? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut me les piller? Est-ce qu'on peut me voler, entre guillemets, même au niveau des services financiers? Donc, il y a vraiment un engagement particulier et des efforts et même des choses organisées côté Orange par rapport à cette cybersécurité. Sur l'idée aussi là on est opérateur de réseau, mais aussi on vend par exemple des mobiles et voilà, alors c'est pas notre rôle, mais normalement on vendait des mobiles qu'à présent tout neufs, hein, voilà, et aujourd'hui on vend du mobile recyclé aussi. On propose pas forcément un usage permanent de son mobile. Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir le dernier cri, etc. Donc aussi, on essaye de répondre aux attentes de la société par rapport à cela, au côté environnemental en tout cas. On regarde aussi ce que font les ados aussi avec la connexion. Donc on essaye aussi on s'est associé avec des startups qui nous permettent non pas de pister, mais d'avoir un lien pédagogique avec nos ados pour pouvoir leur dire voilà, c'est quoi l'usage des gens qui ont ton âge, est-ce que tu n'as pas un usage exagéré, etc. Donc il y a toute une application qui s'appelle Zulu que je vous engage à regarder de près, qui est vraiment très pédagogique et vraiment qui n'est pas un usage de flicage, et vraiment de confiance et puis d'intérêt vis-à-vis des ados. Sur le côté environnemental, un autre exemple aussi, puisque Orange n'est pas présent qu'en métropole et en France, mais aussi au niveau africain, par exemple. Aujourd'hui, on vend en Afrique beaucoup de mobiles avec une cellule photovoltaïque qui nous permet à tout un chacun de recharger son mobile sans utiliser l'électricité et simplement l'énergie solaire, parce que c'est peut-être utile et surtout dans ces pays-là, c'est très facile. Donc voilà, l'idée c'est que on développe cet aspect RSE et éthique sous toutes les coutures, éventuellement même dans l'idée des compétences. On l'évoquait tout à l'heure avec des ateliers, alors à la fois intergénérationnels par rapport aux plus âgés, mais aussi, Marie-Louise l'évoquait tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas accès forcément au numérique, aux usages, etc., y compris assez jeunes. Donc on propose aussi dans le cadre de partenariats, ce genre de choses. Voilà, donc pour illustrer un peu les propos de Thierry d'une manière un peu rapide et générale. Marie-Louis, pour vous, qu'est-ce que ça représente l'éthique, l'engagement social? Est-ce que vous avez des exemples à nous faire partager? Moi, sur l'éthique, je pense que je ne peux que partager ce qui a été évoqué tant par Thierry que par Pascal. Ce que ça m'évoque toutefois, avant d'aller peut-être à ce qui viendra illustrer, c'est il ne faudrait pas non plus que, parlant d'RSE, d'éthique, on essaie de s'acheter tous une bonne conscience à peu de frais, en se disant finalement c'est à nos entreprises de s'en occuper, de s'y engager, et puis on rejoindra ces entreprises-là, quittant un petit peu le radeau de là où nous pourrions nous trouver les uns les autres. Et l'idée, c'est de se dire qu'on est probablement tous, quelque part, ces ferments alors je ne sais pas si c'est de ce monde d'après, parce que je pense que le monde dans lequel on est, on y habitera toujours demain, mais en tout cas, si on veut faire bouger les mentalités, c'est peut-être de prendre conscience qu'on a tous un rôle à jouer là où on se trouve. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir, alors c'est un speech inspirationnel, comme on dit, une espèce de TEDx à l'américaine, où on voit un amiral, je crois un patron des SEALs de l'armée américaine, et qui ouvre en tout cas les échanges en disant si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Et finalement, je trouve que c'est assez bien vu, parce que bon, je ne vais pas faire beaucoup moins mal que ce qu'il a pu faire, mais qui consiste à dire finalement, si on veut bouger les choses, si on veut changer le monde, ça s'incarne dans ces petites choses. Et ces petites choses exigeantes que personne ne voit. Faire son lit tout seul le matin chez soi, personne ne voit. Mais pourtant, c'est dans ces petites exigences, dans ces petites contraintes qu'on se donne, je pense qu'on peut faire bouger les choses.
donc voilà, donc il y a le fait de se dire qu'on est tous responsables. Et des signes, alors on nous parle beaucoup de génération Y qui voudrait plus, qui voudrait moins. Et c'était Thierry qui, dans la présentation des tendances qu'il partageait en décembre de l'année dernière, mettait justement le fait que notre monde était de plus en plus sensible, évidemment, sur la notion d'écologie. Je crois que j'ai oublié le nom de l'expression Vlagsbelang ou quelque chose comme ça pour parler du fait de ne bref, de ne plus prendre l'avion. Le capscam, la honte d'acheter, et le flixcam, la honte de voler. C'est ça. Mais alors, il y a cette honte de l'avion, mais en même temps, qui a honte de passer des heures et des heures sur Netflix ou YouTube? J'étais tombé mais complètement de ma chaise il y a 3 ans quand j'avais vu une personne qui, a priori crédible, nous disait que l'envoi d'un mail correspondait, je crois, à 7 heures de consommation d'une lampe. Moi, mes bras m'en sont tombés. Aujourd'hui, combien de. Alors, si on est dans cette notion de faire son lit le matin, donc ces petites choses du quotidien, c'est à combien de mailing lists ou à combien de newsletters on est abonné qu'on ne regarde jamais? Ça commence par se désabonner de ça. Mais nous-mêmes, entreprises, à combien de bases, à combien d'interlocuteurs on envoie des mails de personnes qui n'ont pas ouvert de mail depuis très longtemps. Donc, je pense que c'est dans ces petites choses déjà qu'on peut faire bouger les choses. Et puis après, dans une anecdote, alors qui pour moi est une entreprise fabuleuse, une initiative fabuleuse, c'est Café Joyeux par exemple. Là, on en revient toujours à l'histoire d'un homme dont la famille est saisie par en plus vous avez le visuel, qui est saisi par dont la femme est saisie par la maladie, et voilà, il va re-questionner sa vie, le sens de sa vie. On en parlait tout à l'heure, Gilles Rouet en parlait en ouverture, et qui du coup de cette expérience de vie a décidé finalement de donner du temps aux autres, et ces autres c'était notamment des malades, c'était des prisonniers, c'était voilà, beaucoup de personnes. Et puis dans ces personnes, il a notamment une personne atteinte d'autisme qui lui a dit maintenant que cette petite expérience, en l'occurrence c'était de faire du bateau, est finie, toi en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as un job à me proposer? Et Yann n'a pu lui dire que non, et finalement il a gardé cet appel à l'aide de ce jeune, et il a ouvert justement cette chaîne de coffee shop qui s'appelle Café Joyeux, que vous connaissez peut-être probablement et que je peux vous inviter à soutenir, surtout en ce moment où ils ont dû fermer pendant très longtemps leur chaîne. Vous pouvez, je crois, acheter des cafés, des capsules, voilà, par abonnement. Il est délicieux, je vous le confirme. Nous, par exemple, voilà, à la marque, c'est un signe très, très simple. Nous, on s'est abonné aux capsules Café Joyeux. Donc, si vous venez à la marque, on sera heureux de vous offrir des capsules joyeuses. Mais voilà, c'est dans tous ces petits détails, je pense qu'on peut accélérer ce qu'on appelle un monde de demain, mais qui est simplement le monde d'aujourd'hui, mais probablement en étant meilleur. Et en tant que manager, et j'en finirai là, c'est aussi d'écouter ses équipes dans des choses très concrètes, très simples. Et puis, c'est aussi de remonter l'expression du client. Voilà, on a la chance, quand on est aujourd'hui dans la relation client, de savoir peut-être le plus finement dans l'entreprise ce qu'attendent réellement nos clients d'aujourd'hui et de demain. Et du coup, c'est de les faire remonter, et puis aussi d'être vigilant à cette symétrie des attentions, de faire en sorte justement, comme le dit si bien l'Académie du service, à apporter la même attention, le même soin, tant à nos clients qu'à nos collaborateurs, ne serait-ce que dans un souci de cohérence. Et j'en finirai là. On avait été sollicité pour écrire un petit billet sur la relation client et les soignants, et c'était de se dire peut-être qu'on pourrait essayer de s'occuper de chaque client, non comme le suivant, mais comme de son prochain. Voilà, j'en finirai là, ça fait très, très extatique, mais ça sera mon mot de la fin. Merci à vous trois pour ce moment d'échange. Merci à vous tous d'avoir participé à la table ronde sur la thématique des enjeux de la relation client face à la crise sanitaire. J'espère que ça vous a plu. Pour rappel, je vous remets la slide, mais vous pouvez suivre nos invités sur leur compte Twitter. Mélissa, je te laisse la parole. Merci. Alors, du fait du timing dont nous disposons et des questions qui ont été apportées lors des interventions, on espère que vous avez pu avoir trouvé les explications aux questions. Vous avez pu également le voir dans le chat, Thierry Spencer a mis divers liens auxquels vous pouvez vous référer et qui illuminent un peu les propos qui ont été tenus. Oui, j'ai mis le lien vers le Café Joyeux, j'ai mis le lien vers la marque, exactement. l'Association pour le management de la réclamation client. Je vous invite à en devenir membre.
J'ai mis également l'interview de Marie-Louise Julien, que c'est mon dernier billet sur mon blog, donc je sais que c'est modestie d'en soutenir, mais vous pourrez découvrir ses propos sur mon blog. Et puis j'ai mis des liens vers des études. Marie-Louise a mis un lien vers la version la plus récente de l'étude sur l'électronisme. Et merci, je connaissais pas cette mise à jour. Donc vous aurez pas mal de choses et j'espère compléter nos propos. Et je voulais vous remercier de votre invitation à nous. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup.